Alors Movember, ça signifie moustache, et mois de novembre. C'est la contraction de ces deux mots. C'est un mouvement qui est né en Australie, à Melbourne, en 2003, ça a donc 20 ans. C'est deux amis dans un pub autour d'une bière qui avaient décidé de relancer le port de la moustache, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Et ils ont pris 30 copains, ils se sont dit, on est à 30, pendant 30 jours, on va relancer le port de la moustache. Puis ils se sont aperçus que ça avait un certain écho, et ils se sont dit, on va se servir de cet écho pour servir la cause de la santé masculine. Le but, c'est d'éveiller, de sensibiliser les hommes à prendre mieux en charge leur santé, à les faire passer un peu dans le mieux vaut prévenir que guérir. Ils l'ont associé à la couleur bleue, c'est assez genré. Ça marche beaucoup actuellement chez les jeunes de 20 à 40 ans, et vous voyez des moustaches fleurir partout. Alors oui, très nettement. Lors des 20 dernières années, on constate une implication de plus en plus importante de la génération qui arrive, des 20 à 40 ans. Ils sont plus dans une démarche de prévention et de préservation du capital santé que ne l'étaient les septuas et les octogénaires actuels. Les hommes actuellement de 70-80 ans qu'on voit sont plus dans une démarche de guérison. Ils ont un symptôme, on veut guérir. Ils ne sont pas dans une démarche de prévention. Ces actions de sensibilisation ont été très efficaces, on le constate. On le constate aussi dans la poussée que l'on voit sur la vasectomie. Les hommes prennent de plus en plus leur part dans la contraception masculine, notamment cette nouvelle génération qui monte. Alors, pour les hommes jeunes entre 20 et 50 ans, c'est surtout le cancer du testicule qui va les concerner. C'est un cancer assez rare qui concerne 2500 patients par an environ. Ça entraîne 80 décès. Dans 95%, ça touche des hommes avant 49 ans. Le plus important, là, c'est de se détecter par l'autopalpation qu'il faut prôner lors de ces mouvements, justement. Une augmentation du volume du testicule qui devient dur et irrégulier. Si c'est ça, n'hésitez pas, il faut consulter. Il faut surtout aussi surveiller les hommes qui, dans l'enfance, ont fait l'objet d'une chirurgie de cryptorchidie ou d'ectopie. On les a opérés petits pour descendre les testicules, car ils sont plus à risque. Pour la prostate, en revanche, qui, je le rappelle, parce que c'est pas évident pour tout le monde, est une petite glande située sous la vessie, d'une taille de châtaigne, qui sert à fabriquer le plasma séminal. Plasma séminal, qui avec les spermatozoïdes qui viennent des testicules, eux, va former le sperme. Cette petite glande, en grossissant avec l'âge, elle va entraîner une compression de l'urètre qui va entraîner des troubles mictionnels. Les hommes, après 50 ans, un homme sur deux, va éprouver des difficultés à uriner. Le jet va être moins fort, moins puissant, on va uriner plus souvent. Ça, c'est une pathologie bénigne, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est ce qui amène à consulter, alors que paradoxalement, lui, le cancer est beaucoup plus sournois, parce qu'il survient sur la coque de la prostate périphérique, il ne gêne pas la miction. Donc le cancer qui est plus sournois, il est conseillé aux hommes à partir de 50 ans de doser par une simple prise de sang la valeur de leur PSA, prostate spécifique antigène. La valeur de ce PSA à 50 ans va leur donner un peu leur risque individualisé de développer ou pas un cancer de prostate dans les 10 ans qui viennent. Il faut recommander aux hommes de 50 ans de demander à leur généraliste ce dosage de la valeur du PSA. Alors, concernant le cancer du testicule, le traitement repose sur l'orchidectomie, c'est-à-dire l'ablation du testicule avec mise en place souvent d'une prothèse à la place. Cette orchidectomie parfois peut être partielle, mais plus souvent on enlève le testicule totalement. C'est une annonce, le cancer du testicule, qui est difficile à faire car ça s'adresse à des sujets jeunes. Ça crée souvent un cataclysme car il s'agit toujours d'un mot qui est assez connoté. Il faut vite leur dire que c'est un des cancers qui se guérit le mieux. Le taux de guérison est à environ 95% à 5 ans. Il faut vite rassurer la famille, les mamans, les parents. C'est un des cancers qui se guérit le mieux, même au stade métastatique. Même des patients qui ont un cancer de testicule métastatique peuvent être guéris. Ça a été une des premières guérisons par les sels de platine de cancer métastatique. Quand j'étais étudiant en médecine, on nous disait en cancérologie générale, il y a 25 ans, qu'un cancer qui était métastasé n'était pas guérissable, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et un des premiers cancers solides que l'on a guéri, c'était le cancer du testicule. Les traitements complémentaires, ensuite, ça peut être en fonction du type de tumeur qui est trouvé dans l'analyse du testicule, soit de la radiothérapie, soit de la chimiothérapie, soit une simple surveillance par imagerie régulière. Concernant la prostate, il faut savoir que c'est un cancer très fréquent, c'est le cancer masculin le plus fréquent. Il y a environ 60 000 nouveaux cas de cancer de prostate détectés tous les ans. Il y a en France actuellement 650
000 hommes qui vivent avec un cancer de prostate. Ça entraîne 8 000 décès encore. On dit toujours que c'est un cancer gentil qui évolue lentement, ce qui est vrai, mais ça tue encore 8 000 hommes par an. Le meilleur moyen d'éviter ces décès par ce cancer, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le diagnostic précoce par le dosage de PSA. Les traitements se sont améliorés à toutes les étapes, que ce soit au moment de la biopsie, du diagnostic, de la chirurgie qui est moins délétère au point de vue continence et érection, la radiothérapie qui est mieux ciblée, et même les traitements des cancers métastasés ont fait l'objet de beaucoup de progrès ces 10 dernières années. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'on détecte mieux ces cancers, on les cible mieux, les traitements sont plus personnalisés et de moins en moins délétères concernant la continence et l'érection. Avant de penser technologie, les patients sont très friands de technologies, de dernières techniques. Ce qu'il faut dire aux patients surtout, c'est de bien écouter leur médecin de famille qui va les adresser vers un urologue de confiance et surtout vers une équipe pluridisciplinaire qui a de l'expérience et qui à chaque étape de la prise en charge va amener de l'excellence et de la pertinence. Ça, c'est le plus important. Il faut aller chercher une équipe avant d'aller chercher un moyen technologique. La technologie a été au service en fait de nos idées, de nos concepts qu'on a depuis longtemps et cette technologie a permis de mettre en œuvre les concepts que l'on avait. Pour les biopsies par exemple, on faisait des biopsies un peu à l'aveugle dans la prostate. L'imagerie par IRM et la fusion d'images nous a permis de faire des biopsies plus ciblées, qui permettent une meilleure stadification du cancer. Les biopsies aussi maintenant se font par voie transpérinéale. La technologie nous a amené en chirurgie avec la robotique une meilleure vision, une vision en 3 dimensions, avec des degrés de liberté articulaire en termes de mouvement qui nous ont permis des dissections plus fines, de mieux comprendre l'anatomie chirurgicale et cela a entraîné des améliorations sur la continence et l'érection. La radiothérapie aussi, qui est un moyen pour traiter le cancer de prostate localisé, a beaucoup progressé, notamment car elle est guidée aussi par l'imagerie par IRM actuellement. Concernant notre équipe à la Clinique Saint-Jean, on a de la chance d'avoir une direction audacieuse qui nous fait confiance parce que ce sont des investissements lourds en termes financiers. Donc on peut proposer à nos patients des biopsies ciblées par voie transpérinéale. On est une des rares équipes dans la région à pouvoir faire ça. On a évidemment le robot d'Avensi. On a la possibilité de traiter aussi les cancers de prostate localisés par ultrason focalisé de haute intensité, l'appareil Focal One. Et nous avons bien entendu un réseau multidisciplinaire qui nous permet d'offrir la meilleure prise en charge à chaque étape à nos patients, notamment des hospitalisations de jour qui permettent de bien expliquer avec différents intervenants, kinés, diététiciens, psychologues, pour avoir une prise en charge le mieux possible. Il n'y a pas que la technologie, l'humain est essentiel et la technologie vient au service de l'humain. C'est très important à comprendre ça. Alors les conseils que je pourrais donner aux hommes, eh bien, c'est de ne pas hésiter d'en parler. En parler à son médecin de famille en premier, à son urologue de confiance, éviter de prime abord les copains, les voisins, Internet. Après, ce que je voudrais leur dire, c'est que quand on vous annonce un cancer, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez le temps aussi de digérer la couleuvre. N'hésitez pas à en parler à des associations de patients comme la NAMACAP, l'Association nationale des malades du cancer de prostate, la Ligue contre le cancer, et une association qui s'appelle CERHOM aussi. Voilà, il faut en parler, pas n'importe qui, mais n'hésitez pas. Il faut aussi comprendre que, notamment dans la prostate, quand on annonce ça, il n'y a pas de symptômes en fait. On est allé débusquer un cancer sournois qui ne parlait pas, et donc vous êtes en train de raconter à un homme en bonne santé qui doit devoir faire l'objet peut-être d'une chirurgie ou d'une radiothérapie, qui va avoir des conséquences délétères sur sa continence, son érection, alors qu'il se sent en pleine forme. Et donc je leur dirais à ces hommes, respectez votre tempo. Prenez le temps d'avaler l'information. Faites confiance aux équipes qui vous prennent en charge. Et après, de façon plus générale, bien, je leur dirais que la dignité d'un homme, sa force, son courage au sens large du terme, ne réside pas que dans l'érection et les fonctions reproductives, quoi. Ils le savent, mais c'est toujours bien de leur rappeler. Les femmes sont concernées au premier chef. Ce sont souvent les femmes qui nous amènent leurs hommes en consultation encore. Et lors d'une annonce, comme on vient d'en parler de cancer, quand l'homme vous dit « je ne vais plus être un homme », si, la femme a un rôle
capital pour aider son homme à surmonter ce passage. On a l'impression que la femme, c'est les femmes qui donnent la vie. On a l'impression qu'après, tout au long de la vie, ce sont elles qui gèrent, qui protègent le capital santé de la famille. Même elles amènent les enfants se faire vacciner chez le pédiatre, elles ont l'habitude d'aller chez le gynécologue. Les hommes que l'on soigne actuellement, de cette génération 70-80, n'ont pas cette culture-là. Ils associent médecin à maladie. J'ai pas de symptômes, je suis pas malade, et si j'ai un symptôme, je vais voir le médecin pour qu'il me guérisse. Donc c'est très important le rôle des femmes. C'est souvent elles, les chevilles ouvrières de ces mouvements caritatifs d'ailleurs. Je me souviens de campagnes de communication de l'Association française d'urologie il y a quelques années. On ciblait les magazines et les supports féminins parce qu'on savait que c'était les femmes qui allaient amener leurs hommes à la consultation. Donc rôle capital.